ben écoute, Jean-Claude, on va débuter la deuxième partie de notre entretien pour les chapeaux de roue, si je peux le dire. Car j'ai cru comprendre que tu avais reçu à souper Michel Foucault. Oui, effectivement. Raconte-nous dans quelles circonstances. Bien, ça, c'est dans le cadre de la semaine du prisonnier en 75 ou 76. On avait invité Michel Foucault, après l'apparition de son livre Surveiller et punir. Surveiller et punir, pour venir faire une conférence sur la question des prisons, de la réhabilitation, etc. Alors, il a dit oui. Donc, il est venu à Montréal. Quelle année déjà? 75 ou 76, je ne me rappelle plus. Et puis, bon, comme j'étais parmi ceux qui l'avaient invité, côtoyé, eh bien, après la conférence ou le lendemain, je l'avais invité à venir chez nous prendre un repas. Et il avait aimablement accepté. Donc, on avait eu une soirée à discuter. Puis quel genre d'homme c'était? Très simple, très, très, très abordable, d'une grande gentillesse, d'une grande écoute aussi, très curieux, voulait avoir plus de détails sur la façon dont les prisons sont opérées ici, comment aussi, parce que lui était impliqué dans un groupe qui s'appelait le groupe Information Prison. Oui, un groupe de militants. De militants, oui. Alors, il voulait essayer de voir un peu quelles étaient les façons qu'on avait de travailler. Alors, il y avait dans l'organisation de cette conférence un organisme qui s'appelle Telle Ressource, ou qui s'appelait Telle Ressource, qui venait en aide aux détenus à leur sortie, leur trouver du travail, un logement, leur faciliter l'accès à l'aide sociale. Et puis l'Office, donc comment on défendait les droits des détenus et toutes les analyses qu'on pouvait avoir. Alors, ça a été ça notre contact. Puis le souper, a-tu duré longtemps? Ben, convenablement. Il a dû arriver vers les 5h30, 6h, puis il a dû partir vers les 10h, 11h. Est-ce qu'après ça, tu es resté en contact avec lui? Ben, pas fréquemment, non, mais je suis entré en contact avec lui au début des années 80, quand il y a eu l'émeute à Archambault. À la suite de laquelle il y a eu des enquêtes internationales qui ont été faites sur la torture que les détenus avaient subie. Et quand j'ai rendu public un des rapports, j'avais signalé dans la conférence de presse que certains détenus avaient fait une déclaration sur la torture. Ah, carrément. Et que, par conséquent, ces déclarations étaient inadmissibles lors d'un procès parce qu'il y avait des détenus qui étaient accusés du meurtre des gardiens qui avaient été tués. Y avait-tu été aussi accusé, rafraîchis-moi la mémoire, dis-moi si je me trompe, y avait-tu été aussi accusé de profanation à un cadavre ou quelque chose comme ça? Non? Oui, il y avait eu ou ça, ou c'est aussi, les médias qui ont rapporté ça? Oui, ou... ben non, c'était essentiellement meurtre et tentative de meurtre. Il n'y avait pas eu trois gardiens de prison qui avaient été tués. Oui, c'est ça. Et puis combien de détenus? Détenus accusés, il y en avait une dizaine. Alors, dans le cadre de cette dénonciation des déclarations obtenues sous la torture, j'avais été accusé d'outrage au tribunal. Et alors, on avait demandé l'intervention d'Amnesty International comme observateur. Et puis aussi, j'avais téléphoné à Michel Foucault pour lui demander s'il pouvait venir comme observateur au procès. Malheureusement, à l'époque, il devait aller en Californie pour donner des cours. Donc, il n'était pas disponible, ce qui fait qu'il n'est pas venu. Mais outre le militantisme de Foucault par lequel vous vous rejoignez, est-ce que sa pensée théorique a été au cœur de ta propre réflexion? Ben, je m'en suis beaucoup servi, oui, effectivement. Je dirais pas nécessairement au cœur, parce qu'au moment où son livre est sorti, on avait déjà quand même une réflexion qui avait été assez développée, mais son approche historique, oui, ça, vraiment, ça a eu une grande influence sur moi, particulièrement dans mon enseignement. J'ai, à partir de cette lecture, aborder l'enseignement de la criminologie et puis des cours que je donnais sur la prison
dans une perspective historique. Et je pense que c'était vraiment très, très judicieux pour moi parce que ça m'a permis vraiment de développer une démonstration par rapport à ce qu'est la prison, quelle est disons, son origine, mais en même temps aussi comment elle fonctionnait dès le départ. Comment t'expliques ça qu'aujourd'hui, ce militantisme-là et ces interrogations-là qu'on serait en voie, qui serait légitime de faire concernant notre système carcéral, comment ça se fait que ça n'a pas lieu? Ben, c'est que le discours dominant, le discours politique est très, très orienté vers la répression, la dénonciation, l'exclusion. Or, le contre-discours à ce discours est très difficile à supplanter. Je veux dire, des interventions qui font valoir ce qui est la réalité du système de justice pénale, de ce que sont les prisons, est tellement limité par rapport au discours du pouvoir, de l'instrumentalisation systématique d'événements dramatiques, mais instrumentalisés quand même, ce qui fait que c'est ça, on est face à un mur qui est difficilement franchissable actuellement. Samedi dernier, tu as eu la célèbre manifestation contre la brutalité policière. Et tu as vu, il y avait quoi, 200, 150 manifestants. Ils ont été immédiatement arrêtés. Ils ont eu des amendes assez solides. Comment tu juges ça? Tu trouves pas ça inquiétant que le pouvoir réagisse avec une telle promptitude et je dirais une telle violence par rapport à ça? Oui. Bien, ce que je pense d'abord et avant tout, c'est que ça démontre la fragilité de la répression. Je pense que les autorités policières et politiques sont extrêmement, comment je pourrais dire, elles ont de la difficulté à incorporer l'opposition. Ils sont plus à même de jauger ce qui est l'opposition. Et compte tenu de cette... Ils sont devenus aveugles? Ils ne sont pas devenus aveugles, ils ont, je pense, peur. C'est une démonstration de leur peur et de leur incapacité à vraiment établir l'ordre en fonction de leurs propres intérêts. Je pense que ça signifie leur... panique latente. Une certaine panique latente, oui, effectivement. Parce que ne même pas permettre l'expression d'un minimum de contestation, ça veut dire que la contestation est vraiment forte. Parce que s'ils permettent un minimum d'ouverture, ils ont peur de perdre le contrôle face à la réaction populaire et publique. Là, c'est clair que dans ce cas-ci, les faucons sont à l'œuvre. Oui, ça c'est très clair. S'il y a des penseurs sophistiqués qui ont du loisir pour réfléchir à Foucault et tout ça, dans ce cas-là précis, ils ont décidé qu'ils ne réfléchissaient pas à ça. Ils ont décidé qu'il fallait la manière forte et qu'il n'y avait que cela. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi, oui, à mieux contrôler, à mieux réprimer. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça n'a eu aucune répercussion politique. Je veux dire, personne sur le plan politique n'a fait de commentaire. N'a été interpellé par ça. Il n'y a aucun... Oh. Est-ce que Québec solidaire s'est manifesté là-dessus? Pas à ma connaissance. Je me trompe peut-être, mais pas à ma connaissance. Okay. Bon, et on sait que les libéraux ne se sont pas manifestés, ni les péquistes, ni les caquistes. Bon, c'est passé sous l'écran radar complètement dans l'indifférence généralisée. Ben, c'est-à-dire, non, c'est pas de l'indifférence. Au contraire, c'est une stratégie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le politique, lorsqu'il n'intervient pas, c'est qu'il prend une décision de ne pas intervenir. C'est pas qu'il est absent du... Il n'est pas absent du processus. C'est ça. Moi, ce que j'entendais par indifférence, c'est la réaction. Il n'y a pas eu de réaction officielle, du politique.
il y a eu 120 Professeur. ouais, 120 professeurs qui ont fait une pétition. C'est ça. Moi, c'est la seule réaction que j'ai vue. Mais effectivement, c'est quand même aussi significatif. Parce que là, on peut voir que les prises de position se font par quand même des gens qui sont dans un certain niveau de pouvoir, le pouvoir de la connaissance. L'université fait partie du pouvoir. C'est un des éléments, un des rouages du pouvoir. Alors là, cette contestation de la part de professeurs d'université m'apparaît significatif aussi, parce que ce qu'on peut voir, c'est que il y a un regroupement, il y a une structuration, donc on tente de se coaliser, de travailler collectivement. Je pense que ça... Ça, tu y vois comme une sorte de lueur d'espoir, on pourrait dire. Ben, en tout cas, certainement une manifestation là, qui prend une nouvelle ampleur. Est-ce que, pardon, est-ce que tu crois que le pouvoir a pris, ben le pouvoir ancien, on sait que c'est diffus, là, il y a pas, il y a une multitude de pouvoirs, mais est-ce que tu crois qu'ils ont pris note de ça? Qu'il y avait une sorte de résistance intellectuelle qui s'organisait au moins? Ben, je pense que oui. Je ne suis pas dans les souliers de ceux qui informent les autorités et qui font les analyses, mais c'est certain que ce n'est pas passé inaperçu. C'est clair qu'au printemps 2012, ils ont eu très peur. Oui, parce que là, ce qui, je pense, a été très culminant, c'est la manifestation où il y a 200 000 personnes qui sont sorties, que ce n'était pas seulement les étudiants, mais un peu tout le monde. Je pense que ça, ça a été un moment assez révélateur, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au contexte révolutionnaire que le FMI... Mais tu vois, il y en a d'autres, comme mon ami Michel Patterson, qui a fait la préface d'un escadron de la mort. Lui considère que l'arrivée des casseroles, donc des 200 000 manifestants, a en quelque sorte mis fin au mouvement étudiant. Qui a fait qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu une sorte de fourre-tout, les pacifistes, les écologistes, les anarchistes, les indépendantistes, que tout le monde s'est joint à un mouvement de masse important, mais que cet élargissement-là du mouvement aurait noyé les revendications étudiantes. Que ça a fait qu'ils ont perdu le ballon, autrement dit. Que la partie était perdue pour eux à partir du moment où que tout le monde descend dans les rues pour manifester contre ce qui était visiblement une atteinte à la démocratie avec la loi 78. Moi, ça pour moi, mais ce qu'on peut voir avec les manifestations contre la brutalité policière, c'est une loi 78 autrement plus musclée. Là. Oui, oui. Bon, maintenant que la manifestation est comme fait avorter... les a noyés. Ou les a noyés. En fait, perdre de vue l'affaire. Oui, peut-être dans une certaine mesure, mais en même temps, il faut voir qu'il y avait quand même un essoufflement qui commençait à se manifester. Il faut voir que là, le temps passait. Et puis, ultimement, les politiques s'étaient quand même assez bien positionnés. Donc, je pense qu'on était rendu à un moment là, ouais, ben c'est déterminant, mais quand même plus ou moins final. C'est clair qu'un mouvement de masse, quel qu'il soit, tu peux pas tenir longtemps. C'est ça. Bon, dans son essence même, c'est fulgurant, ça rallie certaines consciences, mais c'est de courte durée. Oui. Tu peux pas mobiliser des centaines de milliers de personnes pour une longue période, ça c'est clair. Ben, Puis dans le cas des militants étudiants qui ont été très, très actifs, très, très créatifs, très, très débrouillards, à un moment donné, c'est sûr que leur énergie s'épuisait, ça c'est clair. Oui. Je veux dire, il faut quand même, c'est ça, puis il faut voir quand même que la revendication était une revendication très pointue, très spécifique, et qui, par rapport à l'ensemble de la société, n'était pas directement reliée à leur vie quotidienne.
et que, bon, la vie quotidienne, elle, continue. Donc, il y a cet élément-là qui... Mais on peut voir que ça a quand même eu des répercussions sur le plan politique, des répercussions majeures. Oui. Mais ce qu'il faut effectivement constater, c'est que cette loi n'a jamais été remise en question. Voilà. Et c'est là qu'est le problème de fond. Ouais. Et bon, peut-être que les contestations judiciaires vont remettre tout ça dans une nouvelle perspective. Ouais, mais les contestations judiciaires, tu sais que ça fait partie de l'âme, de la lenteur. Oui, mais dans la mesure où on utilise le système judiciaire à partir des règles de ceux qui l'ont imposé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de juristes audacieux qui retournent le système contre lui-même. Ça, c'est ce que je déplore le plus. Parce que je pense, justement, comme le faisait Jacques Vergès en France, Ouais, c'était sa c'est stratégie. sûr que ouais, il utilisait les armes de l'ennemi. C'est ça. Alors, ça, on n'a encore pas vu ça aujourd'hui, et ça, c'est dommage. Il faudrait bien qu'on puisse voir émerger un Jacques Vergès qui retournerait l'appareil contre lui-même et qui amènerait une remise en question minimale. Mais tu sais, je sais pas ce que tu en penses, mais un Jacques Vergès, c'est un personnage atypique, formé aux humanités, avec un engagement politique complexe, hein, à tout le moins. C'est un genre d'aristocrate, c'est un genre de... Une société ne crée pas ce genre d'individu-là comme ça. Là. On crée des bons apparatchiks, là, si on veut, mais ça, c'est comme un accident de la nature, non? Oui, ben c'est ça, c'est évident, ça. Mais il n'y a rien qui empêche, à partir de l'exemple qu'il a, disons, c'est ça, là, c'est plus facile, il a quand même tracé une certaine voie. On pourrait reprendre cette stratégie-là, mais à quelque part, celui qui le reprend, ou qui le reprendrait, évidemment, devrait en payer le coût. Et c'est là qui est le problème. C'est qui est prêt à en assumer les répercussions et les conséquences. Oui, parce que si on a dans notre passé un grand amour des martyrs, au présent, on ne peut pas dire que c'est le cas. Hein? Oui, non, moi, il ne faut pas non plus sombrer dans l'extrême. Je ne pense pas nécessairement qu'il va s'agir de martyrs. Mais, je veux dire, au lieu que ses revenus soient 500 000 par année, il pourrait être seulement de 100 000. C'est là qu'il est le bas. Le bas blesse. Mais tu sais, quand tu as la possibilité de faire 500 000, tu te retrouves, tu en fais 100 000. C'est un déclassement au sein de l'ascenseur social que pas grand monde est prêt à en assumer le coût. Ben, c'est ça. Mais je veux dire, mais je veux dire, non. Avec 100 000, quelqu'un a de quoi bien vivre. Avec 500 000, il ne vit pas mieux. C'est vrai. Il pense vivre mieux. Ben, en fait, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que la liberté n'a pas de prix. Donc, il faut que tu le payes, puis ça coûte cher. Mais, je veux dire, évidemment, il ne faut pas y aller au détriment de sa propre vie, mais il faut quand même... Ni à celle de nos proches. Ou de nos proches. Parce qu'on est souvent pris dans... On a des compagnes, on a des enfants. Ça, et on ne peut pas ne pas réfléchir aux conséquences de nos actes dans leur vie à eux. Oui, ça c'est évident. Ça, je ne dis pas que c'est une contrainte, mais assurément, c'est quelque chose qui relève de la contingence sur laquelle on doit. Sur les contingences de l'engagement politique et de ses conséquences sur la vie personnelle et sur la vie familiale, on va s'arrêter ici et on va poursuivre dans le troisième volet de notre entretien avec Jean-Claude Bernheim.